Colegas, Chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Je vais redonner la parole à son Excellence, Monsieur Éloi Lauro, ambassadeur et représentant permanent, ici à Genève, afin qu'il nous livre ses premières réponses au nom du gouvernement béninois. Réponses donc aux questions qui viennent d'être posées par les membres du comité. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous voudrions remercier très sincèrement tous les membres du comité pour les questions et les commentaires qu'ils ont formulés à l'endroit de la délégation et du gouvernement. Nous voudrions dire que la délégation du Bénin considère que nous sommes dans un exercice de dialogue entre les membres du comité et la délégation. Ce que nous faisons au Bénin comme effort pour respecter les engagements internationaux que nous avons pris en matière de droits de l'homme et de liberté publique, nous sommes convaincus que nous faisons ces efforts dans le cadre d'un processus et que cela prendra certainement du temps. C'est avec le regard et l'appréciation de la communauté internationale que nous pourrions améliorer les résultats que nous avons. C'est de cette façon que nous prenons cet après-midi cet exercice et nous allons tout à l'heure vous fournir les premières informations, les premières réponses qui seront complétées d'ici à demain, puisque nous allons nous retrouver à 10 heures et également nous disposerons de 48 heures pour fournir des éléments complémentaires. Et nous allons procéder de la façon suivante. Ayant écouté les questions et les ayant classées, je donnerai un aperçu et mes collègues compléteront nos propos pour que vous retrouviez dans les réponses que nous avons à vous fournir des points de satisfaction, de préoccupation et d'interrogation que vous avez formulés. Monsieur Benachou a commenté sur le cadre constitutionnel et juridique de l'application du pacte. Et il a également formulé des questions par rapport à la réciprocité en matière d'application des engagements contenus dans les accords, les traités, les conventions internationaux et la façon dont le Bénin a inséré à l'article 147 de sa constitution ce principe de réciprocité en termes d'application. Nous voudrions dire que ce n'est pas dans l'absolu appliqué. Et je dirais même que, en ce qui concerne les questions de droits de l'homme, cette conditionnalité n'est pas appliquée. Parce que nous sommes dans un environnement international et que nous voudrions construire et améliorer. Et les questions des droits de l'homme sont importantes. Et si nous maintenons dans la pratique, au quotidien, un tel principe, ce serait un recul. Sur les questions économiques, cela s'entendrait que l'autre partie, sur la base du principe de droit international que nous connaissons tous, pacta sunt servanda, les traités sont conclus pour être appliqués. Et en matière économique, je disais, économique et commerciale, nous attendons à ce que l'autre partie, le gouvernement ou les individus appliquent les principes et les engagements qu'ils ont conclus et cela s'entendrait. Mais sur le terrain des droits de l'homme, cela n'est pas mis en œuvre, cela n'est pas effectif. Donc nous voudrions vous rassurer à ce propos. Et de façon plus large, depuis le 5 septembre 2006, date de la publication au journal officiel, le pacte international relatif aux droits civils et politiques fait partie intégrante de l'arsenal juridique béninois. Et il est invoqué effectivement par les citoyens et des étrangers dans l'appréciation des situations en matière de droits civils et politiques.
Et nous aurons dans les éléments de réponse à vous dire à quelle occasion il est invoqué, soit par des individus, par des entités démembrées de l'État. Et cela est important parce que c'est la norme supérieure par rapport aux lois internes. La diffusion du pacte international relatif aux droits civils et politiques s'est poursuivie par l'État à l'endroit des juges et d'autres acteurs du système judiciaire. Il y a des formations, des sessions de formation qui sont organisées et à l'intention des juges et de ces acteurs. La presse également est impliquée. Au niveau de l'enseignement, cela sera dit tout à l'heure par mes collègues, il y a la dissémination des éléments d'information par rapport aux conventions internationales, aux instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Et en ce qui concerne les kits pédagogiques, mes collègues vont revenir là-dessus. Ils existent également et c'est des supports importants pour assurer l'information, l'éducation, la sensibilisation aux droits de l'homme. Voilà un peu ce que je voudrais dire et je passerai la parole aux collègues individuellement pour embrayer sur les autres points. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le directeur des droits de l'homme prend la suite. Merci, Monsieur le Président. Le Président nous a posé une question de savoir quelle est l'issue des recommandations qui sont faites à l'État béninois. Nous voudrons rassurer les membres du comité que l'État béninois, soucieux des engagements qu'il a souscrits au plan international, en général et de façon spécifique en matière de droits de l'homme, a mis sur pied un comité chargé du suivi de l'application des instruments internationaux. Les recommandations ici des organes de traité parviennent à l'État et l'État envoie ça devant le comité qui les examine et procède à une planification avec un plan stratégique de mise en œuvre. Donc chaque ministère sectoriel concerné s'approprie d'une partie qui la concerne et après il y a un monitoring qui est fait pour évaluer ce qui a été, les avancées qui ont été réalisées et puis les défis qui restent à relever. Et ceci dit, la Commission béninoise des droits de l'homme a fait l'objet de plusieurs recommandations à travers plusieurs organes de traité, y compris même devant l'examen périodique universel. Je voudrais demander à mon collègue Hachemé de prendre la parole pour présenter la situation de CBDA, de la Commission béninoise des droits de l'homme. Merci. Le commissaire Benachou s'est préoccupé de la situation de notre institution nationale des droits de l'homme. Il s'est préoccupé surtout de son indépendance et du décret du 6 mai 2014 portant modalité d'application de la Commission béninoise des droits de l'homme. Mais avant tout propos, je voudrais dire d'abord que longtemps, le Bénin avait une commission béninoise des droits de l'homme créée par la loi 89-004 du 12 mars 1989, mais qui malheureusement ne répondait en rien au principe de Paris. Pour conformer notre institution au principe de Paris, nous avons reçu l'appui non seulement du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, mais aussi de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme. Ils nous ont accompagnés aussi dans l'élaboration des tests et nous avons eu un test qui était conforme au principe de Paris. C'est ce qui nous a amené à avoir la loi 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme. Après cela, nous avons eu le décret portant modalité d'application de cette commission. Le décret portant modification, c'est un décret qui a permis de donner avec précision les détails en ce qui concerne les différentes étapes pour la mise en place effective de la Commission béninoise des droits de l'homme. Ainsi, par exemple, si nous prenons l'article 4, ça donne les conditions pour être membre de la Commission béninoise des droits de l'homme. Quand nous prenons l'article 6, il est écrit qu'on doit pouvoir mettre sur pied un comité de sélection chargé de la supervision de la désignation des membres de cette commission. Je rappelle, quand nous prenons la loi portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme, nous avons en son article 5 la composition des membres de cette commission. Et il s'agit de 11 membres. Le Bénin, dans le souci de permettre à la commission d'avoir une indépendance, il n'y a pas d'administratif dedans. Les 11 membres, il y a 2 députés. Il y a un membre désigné par les magistrats, il y a un membre désigné par les avocats, il y a un membre désigné par la presse, il y a un membre désigné par les syndicalistes, il y a un membre désigné par le patronat et il y a 3 membres désignés par les ONG.
Donc, on a donné la part belle aux ONG. Je voudrais aussi dire que quand nous prenons le décret portant modalité d'application, il est inscrit que, une fois le décret pris, les membres devaient être désignés dans un délai d'1 mois. Mais il se fait qu'aujourd'hui, les membres ne sont pas encore désignés. Mais je peux vous rassurer que toutes les diligences ont été prises pour que les membres de cette commission soient le plus rapidement désignés et que notre commission béninoise soit mise en place le plus rapidement possible. En ce qui concerne l'indépendance de la commission et sa conformité avec les principes de Paris, nous avons laissé la copie de cette loi, mais quand vous voyez la loi, non seulement les membres sont désignés démocratiquement par leur pairs, il y a aussi le fait que les membres bénéficient du privilège dans cette nouvelle loi et le financement de la communication est assuré pratiquement par l'État. Donc voilà autant d'indices, d'indicateurs qui permettent de dire que notre commission nationale est conforme aux principes de Paris. Donc voilà ce que je peux dire brièvement en ce qui concerne la commission béninoise des droits de l'homme. Et notre vœu le plus ardent, et je crois que c'est aussi votre vœu, c'est de voir les membres désignés et la commission mise en place. Je crois que nous y veillerons. Je vais laisser la parole à mon collègue d'à côté pour pouvoir parler du kit et des cliniques juridiques. Merci. L'expert Benachou a également soulevé quelques inquiétudes en ce qui concerne les différents programmes de sensibilisation qui ont été développés et mentionnés dans les réponses, disons à la liste des points. Et je voudrais, sur cette question, repréciser que le Bénin a développé plusieurs programmes de sensibilisation. Et aujourd'hui, il y a un programme phare qui a commencé depuis 2007 et qui se poursuit. Et ce programme concerne, disons, l'installation, la formation des relais locaux et clubs scolaires dans toutes les communes de tous les départements du Bénin. Et ces différents acteurs outillés en droits de l'homme sont souvent associés à la vulgarisation sur le terrain des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme, aussi bien au niveau des établissements scolaires qu'au niveau également des communes. Et il faut préciser que sur les 12 départements que compte notre pays, 9 départements ont déjà bénéficié de ce programme. Et les dispositions sont également en cours pour permettre aux autres départements également de bénéficier de ce programme très important. Il faut préciser à ce niveau-là également que le ministère de la Justice a adopté un document de politique nationale pour le développement du secteur en octobre 2014. Et cette politique prendra effet dès janvier 2016 et elle est déclinée en programmes, en 4 programmes. Et le 4e programme concerne la promotion et la protection des droits de l'homme. Ces programmes s'étalent pratiquement sur 5 ans, et tandis que la politique elle-même s'étend sur une dizaine d'années. Il faut mentionner ici également qu'à l'occasion de la célébration des journées des droits de l'homme, de façon générale, le ministère de la Justice procède à une distribution à grande échelle des tests relatifs aux droits de l'homme, à la faveur souvent des cliniques juridiques qui sont organisées. L'expert avait demandé tantôt une compréhension par rapport à ce que nous appelons clinique juridique. Au fait, c'est des cliniques juridiques en droit de l'homme, c'est-à-dire c'est, disons, des opérations ponctuelles que le ministère de la Justice
réalise à l'occasion des célébrations. Et ça consiste à mettre en place une équipe de spécialistes en droits de l'homme pour, disons, répondre aux éventuelles préoccupations de la population. Ça s'apparente un peu à une journée porte ouverte. La différence ici est que, à l'occasion de cette clinique juridique-là, les documents en droit de l'homme sont distribués à tout le public et cette distribution est suivie d'une explication. Et les éventuels problèmes que les visiteurs posent sont également pris en compte par l'équipe d'experts chargée de l'opération. Il y a également la sensibilisation qui se fait au niveau des cadres établis. Les cadres établis, je voudrais nommer le Conseil national consultatif des droits de l'homme, qui est un creuset permanent entre les ONG et les structures étatiques pour réfléchir sur les préoccupations en droits de l'homme. Il y a le comité de suivi dont a parlé le directeur des droits de l'homme tantôt. Il y a la Commission nationale de mise en œuvre des droits de l'enfant qui constitue également un cadre, disons, de promotion, de protection, de sensibilisation des droits de l'homme. Nous avons également la Commission nationale de mise en œuvre du droit national humanitaire qui constitue également un cadre de sensibilisation des droits de l'homme. Les ministères sectoriels appuient également les différentes sensibilisations, soit directement ou dans le cadre de la mise en œuvre de leur programme d'activité. Concernant l'intégration des droits de l'homme dans le cursus scolaire universitaire, il faut faire observer que les droits de l'homme ne sont pas systématiquement intégrés dans les programmes scolaires au niveau secondaire, mais ils sont enseignés dans des champs d'éducation comme l'histoire géo dans les classes de 4e et en philosophie dans les classes de première. Au cours primaire, nous avons également un champ d'éducation que nous appelons l'éducation civique, mais qui s'apparente également, disons, à l'enseignement, à l'éducation, aux droits de l'homme. À l'université, les droits de l'homme sont enseignés dans les facultés de droit et des programmes de formation spécialisés niveau 3e cycle sont également développés à l'université d'Abomey-Calavi. Toujours dans le cadre universitaire, une formation sous-régionale est organisée chaque année par la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie en vue de promouvoir la recherche et faciliter la coopération régionale entre les chercheurs, les professeurs et les défenseurs des droits de l'homme. L'expert Benachou s'est également préoccupé de la compréhension qu'il fallait avoir des kits pédagogiques. Les kits pédagogiques constituent un ensemble de documents en droit de l'homme conçus et édités par la direction des droits de l'homme sous forme de brochures, aussi bien sur les thématiques en droit de l'homme que sur les institutions des droits de l'homme. Et dans ces kits qui constituent un ensemble de documents, nous avons 12 brochures. Et ces brochures-là concernent les droits de l'homme de façon générale, les droits de la femme, les droits de l'enfant, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Il y a un répertoire pratique sur les droits de l'homme où on peut consulter les dates de ratification, les dates d'adhésion de notre pays aux différentes conventions
Il y a également un répertoire consacré aux mécanismes régionaux et internationaux. Il y a un répertoire sur la police et la détention dans un état de droit. Également un répertoire sur les mécanismes nationaux, pour ne citer que ces quelques exemples. Voilà un peu ce qui est fait par rapport à la sensibilisation, à l'intégration des droits de l'homme dans les programmes d'enseignement scolaire et, disons, à l'usage que le Bénin fait des kits pédagogiques en droits de l'homme. Je voudrais demander à ma collègue qui est à ma droite de bien vouloir prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'évertuer à apporter des éléments de réponse aux questions au point 4 et au point 5, relatifs notamment à la question de la non-discrimination et l'égalité entre hommes et femmes. Et le point 5 portant sur la polygamie, mais également sur les actions de l'Institut national de promotion de la femme. Pour ce qui concerne le point 4, relatif à la non-discrimination et à l'égalité entre hommes et femmes, en complément des normes constitutionnelles déjà énumérées dans le rapport, diverses autres lois renforcent le respect du principe de non-discrimination. Ainsi, la loi contre les violences faites aux femmes, en son article 5, dispose que la lutte pour l'égalité entre l'homme et la femme constitue une priorité nationale. Également, en ce qui concerne les discriminations d'ordre raciste, l'État a organisé 2 journées d'information, respectivement en 2010 et 2011, en vue de donner suite aux mesures prises à la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance, et a adopté depuis octobre 2014 un plan d'action sur la même thématique. En 2009, une politique nationale de promotion du genre a été adoptée. Elle vise, entre autres objectifs, d'assurer l'égalité dans l'accès à l'éducation, à l'alphabétisation, à la formation professionnelle, aux structures de prise de décision et à un contrôle équitable des ressources, etc. En perspective, la loi 2015-08 portant Code de l'enfant en République du Bénin, loi qui a déjà été votée et qui est en attente de promulgation, cette loi consacre clairement le principe de non-discrimination en son article 7. En appui à toutes ces mesures, les principes et les enseignements de respect mutuel entre les sexes, d'apprentissage de la vie en commun, de rejet de toute forme de condamnation et de violence, de développement de l'esprit critique et d'analyse contre les violences et l'ensemble des inégalités hommes et femmes sont pris en compte dans les programmes d'enseignement, les politiques mises en œuvre et les lois adoptées. Pour ce qui concerne le point 5, les éléments de réponse que nous pouvons apporter sont les suivants. En ce qui concerne la polygamie et l'égalité entre hommes et femmes, le Code des personnes et de la famille consacre cette égalité entre l'homme et la femme, notamment en accordant des droits d'héritage égaux aux hommes et aux femmes. Par ailleurs, le Code de la propriété foncière immobilière prévoit un accès égal à la terre, quel que soit le sexe. Pour ce qui concerne les actions de l'Institut national de promotion de la femme, il a été dit que ces actions-là n'ont pas été évaluées au jour d'aujourd'hui. Toutefois, il convient de noter que l'Institut est directement rattaché à la présidence de la République et que cet institut organise régulièrement et périodiquement des séminaires de formation sur le leadership et le management dans plusieurs départements, notamment auprès d'associations œuvrant dans le domaine du genre et de la promotion de la femme. Cet institut a permis la création d'un partenariat avec les femmes dans ces départements et a mis en place un rapport de la formation sur l'intégration et l'application du genre dans la planification et la budgétisation des programmes de développement.
L'Institut a également créé un centre de documentation ainsi qu'un site web sur la femme et le genre. Pour ce qui concerne les questions liées à la polygamie et à l'abolition de la polygamie dans les pratiques, nous pouvons apporter comme élément de réponse que, au regard du Code des personnes et de la famille, seul le mariage monogamique est reconnu au Bénin. Et donc la polygamie n'existe plus dans aucun test. Cependant, certaines femmes, en toute connaissance de cause, s'engagent parfois dans le concubinage. L'État ne prévoit à ce jour aucune mesure particulière à cet effet. Mais il faut noter que le Code des personnes et de la famille est suffisamment vulgarisé et diffusé à l'endroit des populations en général et des femmes en particulier, même rurales, pour que son contenu soit suffisamment approprié par ces femmes-là. Voilà les éléments de réponse que je peux apporter. Je vais passer la parole à ma collègue Madame Zimpé pour poursuivre sur les autres points. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Et j'ai pour mission de répondre aux préoccupations exprimées concernant les questions 6, 7, 8, 9 et 10. S'agissant des questions 6 et 7, et relatives surtout aux violences à l'égard des femmes, et on peut noter que, comme on l'a dit tantôt dans la déclaration liminaire, 3 centres intégrés de prise en charge des victimes de violences ont été créés à Cotonou, à Abomey et à Parakou. Et au niveau de ces centres, on retrouve tous les acteurs, tous les intervenants, et les victimes sont référées aux différents acteurs. S'agissant du magistrat du parquet qui doit intervenir, le garde des Sceaux a déjà désigné dans ces 3 centres les collègues du parquet qui interviendront. Et des procédures opérationnelles standards ont été également élaborées, les SOPS, pour la mise en œuvre de cette loi. Les formations se poursuivent et les sensibilisations également se poursuivent. Et s'agissant du contenu de cette loi, on peut noter que la loi définit ce qu'on entend par violence faite aux femmes et les comportements qui peuvent être qualifiés de violence faite aux femmes. Et au titre de cette énumération, on peut citer le harcèlement sexuel, l'incitation de mineurs à la débauche, le mariage forcé, la mutilation sexuelle génitale et le viol conjugal également. Et la répression constitue également un contenu de la loi. Au titre de la répression, les peines varient de 1 à 10 ans d'emprisonnement et une peine d'amende également de 500 000 à 25 millions selon le cas. Et cette loi est véritablement appliquée puisque des victimes arrivent à obtenir réparation. Des auteurs de viols conjugal sont poursuivis également. Et au niveau du viol sur mineur, on peut noter qu'au niveau de la juridiction de Cotonou, un juge a été désigné par ordonnance du président, un juge d'instruction, pour instruire tous les cas de viol sur mineur. Les auteurs étant des majeurs cette fois-ci, mais s'agissant des auteurs mineurs, ces cas sont référés au juge des mineurs des différentes juridictions. Donc, nous pouvons affirmer que les victimes ont véritablement accès à la justice et des plaintes sont également enregistrées. Et s'agissant des mutilations génitales féminines, nous l'avons dit tantôt, la loi de 2011 a repris cette définition et sous l'énumération de violences faites aux femmes. Le Code de l'enfant, en instance de promulgation également, a repris les peines prévues au titre de cette infraction. S'agissant de la torture, nous pouvons dire que au niveau de l'assistance de l'avocat
est obligatoire. Depuis la promulgation du Code de procédure pénale, l'assistance de l'avocat est obligatoire depuis l'enquête préliminaire et à toutes les étapes de la procédure. Et à cet égard, le bâtonnier de l'ordre des avocats a fait apposer dans toutes les unités de commissariat et de police la liste des avocats et les victimes ou les mises en cause éventuelles peuvent puiser dans cette liste-là pour être assistés dès le début de l'enquête préliminaire, dès qu'ils sont interpellés. Et ils ont également droit à un médecin, à la visite d'un membre de leur famille. Ça fait partie des principes fondamentaux de la procédure pénale. Et nous pouvons noter que ce code de procédure pénale a pris en compte toutes les préoccupations, toutes les recommandations du comité contre la torture. Il en est de même du code pénal, de la réforme du code pénal en cours, qui a essayé d'internaliser les recommandations du comité contre la torture. Ainsi, la définition de la torture, comme l'indique l'article 1er de la Convention contre la torture, figure dans cette réforme du code pénal. Et de même, tout aveu et toute observation, tout aveu obtenu sous la torture n'est pas utilisé devant les juridictions, est écarté. Ce principe est également consacré par la Constitution. On le retrouve dans le code pénal, dans la réforme qui est en cours. Le code n'est pas encore voté pour être promulgué. Mais il y a une bonne nouvelle quand même. L'examen de ce code est inscrit à l'ordre du jour de la session actuelle de l'Assemblée nationale. Session, si mes souvenirs sont exacts, qui a démarré au cours de ce mois d'octobre. Et s'agissant au niveau des questions 8, 9 et 10 du droit à la vie, bon, j'ai parlé déjà de la réforme du code pénal. Et s'agissant du mécanisme national de prévention de la torture, lorsque le Bénin est devenu partie à cet instrument, à l'OPCAT en 2006, et pour mettre en œuvre ce mécanisme, un état des lieux a été fait. Et il en résulte que les mécanismes existants ne peuvent pas servir de mécanisme national de prévention de la torture. Faut-il confier cela à la Commission béninoise des droits de l'homme à l'époque? La commission n'était pas suffisamment forte et n'était pas conforme aux principes de Paris. D'où l'option de créer un nouveau mécanisme. Faut-il le faire par décret ou par loi? Et le Bénin a opté également que cela soit fait par loi. Et c'est ce qui a été fait à travers le Code de procédure pénale. Ce code a prévu, en cette disposition sous l'article 800 et autres, 808, la visite des lieux de détention par tout mécanisme, tout organe, toute personne habilitée par les conventions internationales auxquelles le Bénin est parti. Et il est question de prendre un décret d'application pour prévoir les attributions, l'organisation et le fonctionnement du mécanisme. Donc, ce décret est déjà élaboré et le projet de décret est actuellement au niveau du gouvernement pour son adoption en Conseil des ministres. Donc, la question est toujours d'actualité. Et c'est après l'adoption de ce décret que le processus va se poursuivre avec la nomination ou la sélection des membres qui pourront siéger au sein de ce mécanisme-là. Et s'agissant des condamnés à mort, après le passage du sous-comité en 2008, et dans le cadre du suivi des recommandations, les condamnés à mort, les 13 qui occupaient une cellule réduite et qui étaient sortis une fois le mois pour être rasés ou coiffés, et ont été transférés à la prison civile d'Apro-Misrété. Et c'est la seule prison civile pour condamnés au Bénin et qui répond quand même aux normes internationales, puisque cette prison accueille également des condamnés internationaux en fonction d'accords de partenariat.
Donc, les condamnés à mort ne sont plus dans des cellules réduites. Ils vivent quand même des conditions humaines de détention. Ils ne restent qu'à commuer leur peine en peine de travaux forcés et en peine de réclusion criminelle à perpétuité. Donc, pour le moment, c'est ce que nous pouvons dire concernant les condamnés à mort. Je voudrais laisser mon collègue de la Direction des droits de l'homme répondre aux préoccupations exprimées concernant les questions 11 et 12. Merci, Monsieur le Président. Les questions 11 et 12 ont été posées par Monsieur Froville. Je voudrais faire observer que le problème de la détention est un problème d'une préoccupation majeure au niveau de l'État béninois. Le Code de procédure pénale en vigueur depuis 2013 offre aux détenus plusieurs garanties judiciaires. D'importantes innovations qu'on peut citer entre autres l'institution du juge de liberté et de détention. La commission de surveillance des prisons a été renforcée à travers les nouvelles dispositions. La création, l'institutionnalisation de la commission d'indemnisation qui serait une commission qui serait appelée à protéger davantage et éviter les cas de détention abusive. En application de ce code de procédure pénale, la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture FIACAT, en étroite collaboration avec le ministère de la Justice, de la législation des droits de l'homme, a conçu un guide pour faire mieux connaître aux détenus leurs droits et les garanties judiciaires liées à leur statut. Le nouveau code de procédure pénale prévoit l'indemnisation en raison d'une détention provisoire et d'une garde à vue abusive. Les articles 206 à 210 sont le siège de la question. L'État béninois sera amené à verser des indemnités réparatrices à une personne victime de la détention provisoire ou garde à vue abusive. Au titre de l'article 209, l'indemnité est allouée par une commission qui statue en premier ressort. Il est à remarquer que la commission n'est pas encore opérationnelle, car il s'agit d'une réforme qui est à ses débuts. Le code de procédure pénale est rentré en vigueur en 2013. Beaucoup de chantiers restent encore à réaliser. Le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour qu'elles deviennent une réalité tangible. Depuis le 1er janvier 2010, le gouvernement a fait passer le repas chaud des détenus de 1 à 2 par jour. Pour lutter contre la surpopulation carcérale, une commission a été mise en place pour recenser les détenus dont la durée de détention préventive est supérieure au quantum de la peine légale pour l'infraction poursuivie. Les travaux de la commission ont permis la libération de plus de 800 détenus. Ces travaux se poursuivent afin de contrôler les abus de la détention préventive. Avec le soutien de l'Union européenne, une équipe d'experts de Bruxelles a séjourné durant plusieurs mois au Bénin pour élaborer pour faire une étude sur la mise en place d'un logiciel de gestion des détenus. Grâce à ce logiciel, le magistrat instructeur ou le procureur pourront continuellement apprécier la détention préventive en ayant un tableau comparatif qui présente la durée de la détention et le quantum de la peine prévue pour l'infraction poursuivie. Une nouvelle prison répondant aux normes internationales a été construite à Abomey-Calavi et mise en service depuis décembre 2013 pour désengorger la prison civile de Cotonou. Par ailleurs, des initiatives gouvernementales ont été enregistrées, telles que l'installation de 4 groupes électrogènes dans la prison civile de Ouida, Porto Novo, Parakou et Kandi pour servir de relais en cas de délestage. L'acquisition de matelas en vue d'assurer le remplacement progressif des nattes en plastique autrefois utilisées dans les prisons. De nouveaux bâtiments, des toilettes et des WC modernes ont été construits dans certaines prisons civiles du Bénin. Le plateau technique au niveau des infirmeries a été renforcé, les produits pharmaceutiques ont été mis à leur disposition. Les autorisations de visite des centres de détention sont données aux organisations non gouvernementales remplissant les conditions de reconnaissance officielle et après vérification des pièces ci-après.
copie de l'acte de reconnaissance légale de la structure. Demande adressée au ministre de la Justice avec copie à la DAPAS, direction de l'administration pénitentiaire. Programme des activités à mener à l'intérieur de la prison. Liste complète des intervenants avec copie de leur carte d'identité. C'est pour dire que la situation des détenus des maisons pénitentiaires constitue une préoccupation majeure, comme je l'avais exposé tantôt, et que le gouvernement est en train de faire des efforts pour améliorer les conditions de détention dans les prisons. Ceci dit, je voudrais revenir à une préoccupation exprimée par le président, à savoir l'avis dans l'affaire Zinsou. Je voudrais faire observer que le gouvernement béninois a pris acte des recommandations du comité suite à la communication qui lui a été adressée par le plaignant. Le gouvernement est en train d'examiner la question parce que c'est une question qui nécessite beaucoup de moyens. Il faut procéder au remplacement des anciennes méthodes de sécurité d'identification des détenus. Et compte tenu de la nouvelle donne en matière de protection des droits des détenus, le gouvernement est en train d'examiner la question et une suite favorable sera adressée, sera réservée à cet avis-là. Je vous remercie. Enchaîner sur la préoccupation par rapport à un calendrier de vote du code pénal. Je puis dire que le code pénal est à sa phase terminale et tout est bouclé. Nous avons eu des rapports itératifs avec l'ONUTC qui nous a consolidés dans la préparation de ce projet et l'Union européenne nous a beaucoup aidés. Et nos partenaires privilégiés, la France, notre partenaire privilégié, la France aussi, nous a soutenus dans la préparation de ce document-là. Et ce document comporte effectivement la répression de la torture qui figure en bonne place, ainsi que le refus de toute preuve obtenue par rapport aux moyens de la torture. Par rapport à la loi d'amnistie de 1990, il faut dire que c'est une loi conjoncturelle, une loi politique. Et en même temps, parallèlement, il a été prévu une commission d'indemnisation des victimes. Donc il s'agit d'une loi politique, conjoncturelle, une loi d'apaisement. Nous sortions donc de 17 années de régime militaro-marxiste pratiquement. Eh bien, il a fallu donc faire une mutation et cette mutation a été heureusement bien réalisée à travers la conférence nationale où donc on a mis en place un système de réconciliation nationale. Sur la question de la parité, il faut dire que l'Assemblée nationale est allée à une vitesse un peu trop rapide, disons au pas de charge, puisque l'Assemblée nationale a prévu un système de quotas. Le système de quotas mathématiques a pu jurer un peu avec notre Constitution, puisque la Constitution prône l'égalité de l'homme et de la femme, mais en fixant par exemple des quotas au concours, des quotas pour le gouvernement, etc., par une loi, eh bien, on est déjà en porte-à-faux avec la question de l'égalité de l'homme et de la femme et des questions du genre. C'est pour cela certainement que la Cour constitutionnelle, dans sa sagacité, a estimé qu'il fallait mieux réfléchir et a renvoyé la copie à l'Assemblée. J'en aurais terminé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À la suite des informations données par les collègues, je voudrais dire que nous n'avons pas voulu occulter de questions. Nous en avons reçu également de M. Olivier de Fouville par rapport aux affaires qui sont pendantes devant la justice. Vous l'avez dit dans vos commentaires que le secret de l'instruction reste un principe cardinal en matière d'administration de la justice. Les 4 affaires que vous avez mentionnées, l'affaire Ongbo, l'affaire Asoba, l'affaire Micho Djerou, l'affaire Danyivo, sont en instruction. Et nous laisserons le temps à la justice
de les examiner, de les traiter. Et je puis vous rassurer que la justice béninoise est totalement indépendante. Et les autres acteurs tels que la société civile, et les partis politiques, les syndicats contribuent à la manifestation de la vérité et également restent des acteurs qui soutiennent l'administration de la justice, qui soutiennent la démocratie béninoise, qui est une démocratie exemple sur le continent. Donc nous voudrions vous dire que dans la sérénité, la justice travaille et qu'en temps opportun, les résultats de ces procédures seront connus. Je voudrais terminer en disant que nous apprécions hautement l'occasion que vous nous avez offerte de vous parler de l'expérience que nous faisons au Bénin en termes d'application du pacte et également en termes de promotion de la démocratie, de promotion de la justice et de promotion du développement économique et social en République du Bénin. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Vous retrouverez demain dans les autres contributions que nous ferons, les points, les éléments de réponse aux points que vous n'avez pas obtenus cet après-midi. C'est un exercice continu et nous sommes confiants qu'avec vous et le soutien de la communauté internationale, le Bénin continuera par avoir des résultats dans le cadre des efforts qu'il fait. Et le soutien de cette communauté internationale est très important pour relever ensemble les défis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Son Excellence. Bien, vamos. Nous allons maintenant... Je m'interromps, mais je suis certain qu'il y a des questions de suivi, mais il ne nous reste que 2 minutes. Alors, nous allons procéder de la sorte. Demain, il y aura des questions de suivi et les questions qui concernent la deuxième partie de la liste de points à traiter. C'est pourquoi je demande instamment à mes collègues de bien vouloir synthétiser ou abréger leurs interventions. Nous n'avons plus de temps pour poser des questions de suivi. Si je donnais la parole à des collègues maintenant, ils n'auraient qu'1 minute pour s'exprimer et cela serait trop de pression pour eux. Puisque d'habitude nous volons du temps aux interprètes, entre guillemets, nous allons aujourd'hui leur offrir 1 minute et je déclare cette séance levée et nous nous retrouvons demain à 10h du matin.